Aujourd'hui, on a un nouvel invité, on reçoit Pierre Bugel. Tu as un parcours super intéressant qui t'a amené aujourd'hui à intraprendre. Tu as créé en fait la filiale japonaise de ta boîte. Chez les Japonais, c'est en général, si on dit qu'on a étudié à Fukui, c'est dire bah j'ai étudié dans la Creuse, donc ça fait souvent Ouais, rire. d'accord. En général, les Japonais rigolent bien quand je leur en parle, et puis C'est la creuse du Japon, quoi. et il me dit bah écoute, t'as pas besoin de me faire un rapport de 100 pages. De toute manière, ce serait trop long à lire, donc montre-moi qu'on est capable d'y aller, qu'il y a du potentiel, résume-moi ça, et à la fin de ton stage, si tout va bien, et ben je t'envoie là-bas, tu fais ta vie quoi. Clean complet d'une des paillasses de laboratoire pour que ce soit nickel chrome, que les tubes soient bien arrangés, bien alignés. Et l'image était incroyable parce qu'il y avait justement cet espace, juste le cadre de la photo qui était rangé parfaitement. Et c'était le cancer en dehors, quoi. Et Alors, on a japonais, CrossFit et île de Ré pour les 3 trucs, de la semaine. Voilà, je sais pas si c'est des cours de japonais à l'île de Ré et en même temps des salles de CrossFit. Tu vois, comme ça, tu pourras faire un crossover entre, C'est entre clair. l'ensemble, tiens. Bienvenue sur Systemator, le podcast qui fait des interviews partout dans le monde. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de westleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on a un nouvel invité, on reçoit Pierre Bugel. Pierre, on se connaît depuis un moment, on en reparlera un peu, mais tu as un parcours super intéressant qui t'a amené aujourd'hui à intraprendre. Et en fait, c'est-à-dire qu'en gros, tu as créé en fait la filiale japonaise de ta boîte. Ton rêve, c'était d'aller vivre au Japon, justement. Et pour ça, tu as pu mettre en place tout ça. Et aujourd'hui, tu vis là-bas, tu vis ton rêve. Et on avait envie de parler de tout ça avec toi. Donc, bienvenue à toi, Pierre. merci beaucoup, tout à fait. Et puis bonjour à tous. Donc ravi d'être invité sur l'émission, et au plaisir de pouvoir un peu vous raconter tout ça. Ça va être assez intéressant, on a pas mal de choses à se dire et puis en plus, avec Pierre, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé de vive voix, on aura le temps de développer. Avant tout, Wesley, il y a un moment religieux, Pierre, tu vois, dans Systemator, donc Wesley va faire la messe tout de suite. Et oui, la messe des étoiles, la messe des 5 étoiles pour être plus spécifique, à nous mettre sur Apple Podcast, sur Stitcher, pour soutenir la croissance, le développement et la croissance de Systemator. Et on vous avait promis qu'à 20 notations, eh bien, on ferait de nouveaux épisodes sur les modèles mentaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment le cœur de ce que c'est qu'un système, finalement, dans la vie, comment comprendre comment les choses s'articulent. Et voilà, merci à vous. Vous pouvez également nous retrouver sur systemator.tech, TECH, comme tu le dis si bien Seb, et interagir avec nous sur notre groupe Facebook. Il y a également la newsletter, vous retrouverez tous les boutons de connexion sur le site. Yes, et puis vous pouvez partager l'épisode si celui s'il vous plaît. Si c'est la première fois que vous découvrez, vous allez voir tout ça. Et bien, j'ai envie de dire, c'est parti. Alors, Pierre, tu as pas mal de choses à nous dire. On va commencer un peu. Moi, j'aime bien commencer par comment Batman est devenu Batman. Raconte-nous un peu ton histoire ces dernières années, un petit peu qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui, notamment au Japon, et à faire ce que tu fais, quoi. Alors effectivement, ça va être une sacrée histoire et une belle aventure. J'aime bien la raconter. Donc on est parti 4 ans en arrière, même 4 ans et demi, 5 ans quoi à peu près. À l'époque, on était tous les deux, Seb, à faire des émissions sur la toile avec ton ancienne web TV qui était DigiWave. J'animais, puis j'étais aussi à la tête un petit peu de l'équipe qui organisait en fait une émission hebdomadaire sur Pokémon. C'était un très bon moment. Moi, j'ai eu beaucoup de bons souvenirs. Je pense que toi aussi. On a vraiment pu passer un sacré moment à organiser tout ça et animer. Et en fait, je faisais ça en parallèle de mes études d'école d'ingénieur, donc dans la chimie et le textile, qui sont des choses qui me passionnent toujours autant aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Mais j'avais du mal en fait avec tout ce qui était euh, finalement des interactions sociales dans ce milieu-là d'école privée, sur euh, un environnement qui me correspondait moins par rapport à ce que je vivais à côté, sur ces organisations d'émissions ou d'autres projets que je tenais en parallèle de mes études. Donc, j'ai eu quelques difficultés. Je fais partie des gens qui sont sujets aux problèmes de santé liés au stress, l'eczéma pour le citer, et du coup c'est assez incompatible les grosses périodes de stress avec la suite d'un calendrier bien fixe, et j'ai eu des problématiques au niveau
de tout ce qui fut effectivement d'arriver, pouvoir faire les examens et avoir une bonne assiduité sur les cours. Ça commence évidemment comme toute bonne histoire de super-héros, comme je l'ai dit, Batman, avec des difficultés. Hein, c'est normal, faut pouvoir toucher le plus bas pour aller. Ouais, faut toucher le plus bas pour avancer derrière. Et finalement, en fait, suite à l'annonce que je devais refaire en fait des examens 1 an plus tard, qui n'étaient pas rattrapables pendant l'été, c'était un pseudo-redoublement. Donc ça faisait deux redoublements cumulés en école d'ingé, ce qui est assez lourd au départ. Hein. C'est pas gage de réussite en général, c'est pas forcément un bon signe. Mais à ce moment-là, j'ai dit à ma direction de l'école, qui m'a toujours soutenu, ça c'était vraiment un point positif, que je souhaitais réaliser un projet qui me tenait à cœur. Ça faisait très longtemps que je comptais partir au Japon. Je suis passionné du Japon depuis très longtemps. En fait, ça remonte au karaté que j'ai commencé lorsque j'avais 10 ans. C'est par là que j'ai découvert un peu l'esprit des arts martiaux traditionnels. J'avais un club de karaté assez traditionnel dans la pratique. Et finalement, c'est des valeurs qui existent profondément chez les Japonais, dans la société japonaise. Voilà, je cherchais le mot société, excusez-moi. Et c'est des codes, en fait, des clés de lecture par rapport à ce qui se passe au Japon dans les interactions sociales. Et avec tout ce que j'ai pu finalement absorbé, évidemment, comme toute ma génération, par les mangas et les jeux vidéo. Hein, ça, je m'en cache pas. Je suis passionné aussi par ces choses-là. Mais derrière, j'ai voulu un peu élargir, m'intéresser à tout ce qui était culinaire, l'histoire du Japon, l'architecture, qui est aussi un très grand domaine au Japon. Donc, j'ai un peu couvert tous les sujets. Et je voulais me plonger vraiment dans une expérience sur place. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un partenariat entre mon école et une université japonaise qui m'a permis de faire un stage en laboratoire pendant 4 mois au Japon, dans une ville qui s'appelle Fukui, qui n'est absolument pas connue par les étrangers. Chez les Japonais, c'est en général, si on dit qu'on a étudié à Fukui, c'est dire bah, j'ai étudié dans la Creuse. Donc ça fait souvent Ouais, rire. d'accord. En général, les Japonais rigolent bien quand je leur en parle. Et puis C'est la Creuse du Japon, quoi. c'est la Creuse du Japon. Mais c'est très sympa, hein. C'est très très belle campagne. J'invite tous les gens qui ont la chance d'aller au Japon d'aller le voir. Ce qui est juste très connu juste à côté, c'est Kanazawa, dans la préfecture d'Ishikawa. C'est assez connu quand on souhaite se perdre dans la forêt japonaise. Fukui, c'est un peu plus près de la côte. Mais voilà, ça vaut le coup d'y aller. Donc me voilà parti pour Fukui, complètement inconnu au bataillon. J'arrive, je suis le seul Français de toute la ville. Tu parlais japonais à l'époque? Très peu. J'avais étudié la lecture de ce qu'on appelle les hiragana et katakana, qui sont les syllabiques, qui permettent vraiment d'écrire comme un élève de primaire. Et j'avais quelques phrases, je savais m'exprimer au présent, au passé, mais ça s'arrêtait là. J'arrive sur place, effectivement, l'anglais devient complètement obsolète. C'est juste utile quand on est au laboratoire avec les amis. Et je suis plongé dans effectivement, laboratoire de recherche avec que des étudiants en Master 1 japonais. Un prof japonais qui galère avec l'anglais. La moitié des étudiants qui ont trop peur de parler en anglais, de peur de faire une faute, donc ils s'expriment pas du tout. Et j'échange avec certains qui sont capables de pouvoir un peu échanger. Et ça a été vraiment enrichissant parce que j'ai pu découvrir effectivement cette organisation, cette façon de faire et casser beaucoup de mythes sur ce qu'on peut se faire de l'image du Japon à l'époque. Et c'était ça que je voulais justement vivre. Et j'ai été ravi en fait de découvrir ces aspects-là et de rendre très humain un Japon et une organisation du travail qu'on se fait souvent un monde quand on regarde de l'extérieur. Je sais pas Alors, quel tu est. peux nous Ouais. donner 2-3 détails? Du coup, ouais, ce serait quoi les mythes, les plus présents auxquels tu pensais et que finalement tu as pu démonter par cette expérience? Bah, justement, j'allais vous inviter tous les deux à me donner votre image de ce que c'est que le travail au Japon, ce que c'est qu'une entreprise ou un laboratoire de recherche. Comment vous imaginez l'organisation? Bien vu. Wesley, toi, tu y es jamais allé? J'y suis Tu peux jamais peut-être allé. donner Ouais, c'est ton vrai que Sab y est premier. allé une fois quand même, il y a pas longtemps. Je sais qu'il y a pas mal de concepts d'organisation qui viennent du Japon. On parle de Kanban. On parle de comment ça s'appelle? La méthode Kaizen, je crois que ça vient du Japon aussi. Exact. Euh, donc ouais, quelque chose de très organisé, très hiérarchisé, avec ouais,
bien rationné, quoi, tu vois. Mmh. Chaque chose va dans une case en mode Lego. Moi, je vois ça comme ça au Japon. Pas la possibilité de s'exprimer. Si tu fais ce qu'on te dit et c'est tout. Euh, mais voilà, une grande efficacité du collectif au service de la réussite, en fait, plus que de l'individu. Voilà les clichés, en tout cas ce que j'ai comme image du Japon, quoi. Je sais pas si c'est des clichés qui se valident ou pas. Ouais, je te rejoins un peu sur le côté hiérarchie. J'ai l'impression que ouais, il y a vraiment une hiérarchie très présente là-dessus. Après, on est encore aussi chez nous dans pas mal de boîtes, hein. Et un truc, moi, qui m'avait un peu marqué quand j'étais allé à Tokyo, c'est vraiment tout le monde est hyper bien habillé quand ils vont au boulot, quoi. Tout le monde est ouais, en costard et tout. Quand ils vont au boulot, on a l'impression. Alors, voilà, c'est un peu l'image que je m'en suis faite quand j'étais allé là-bas. Moi, j'étais en short et tongs, tu vois. je, je contrastais un petit peu, quoi, en pleine semaine. C'est intéressant d'avoir les points de vue comme les vôtres toujours. Il y a des choses qui sont tout à fait vraies et il y en a d'autres qui sont effectivement induites par l'imaginaire collectif qu'on a en Occident sur le Japon. Pour vous deux, pour continuer un petit peu l'histoire et vous donner quelques justement retours par rapport à ce que vous avez présenté, ce que j'ai pu découvrir en étant au quotidien justement dans un laboratoire de recherche au Japon, ce qui diffère d'une société et j'y reviendrai par la suite, c'est effectivement le côté organisé. Ça, c'est une vraie image. Et c'est une image même au Japon. Il y a un concept clé au Japon qui est très important de comprendre. Euh, c'est tout ce qui est l'histoire du ce qu'on appelle en japonais le tatemae, ce qui en fait va correspondre à toujours maintenir la face, maintenir l'image. Et il faut jamais déstabiliser une personne, ni jamais se montrer dans une posture défavorable non plus. Et en fait, derrière, quand on n'a pas respecté cette image, c'est là où en fait on retrouve quelque chose de très humain et c'était ça qui m'avait marqué à l'époque. Et j'ai un moment, j'en raconterai d'autres, mais le paroxysme pour moi, cet moment-là est resté une image dans ma mémoire. C'est sur la fin d'année ou donc vers le mois de février, enfin janvier-février, donc quand on était pendant la période hivernale, ils ont décidé de faire des photos pour le book de fin d'année, voilà, ce qui est un peu comme les Américains. Au Japon, ils le font aussi, mais ils se mettent dans des différentes situations. Il faut savoir que dans le laboratoire, les choses n'étaient pas aussi bien organisées comme on peut se l'imaginer. En fait, on avait notre coin salle de travail, donc avec nos PC, différents livres, un petit peu donc tous nos bureaux avec nos tiroirs. Mais rien n'était spécialement rangé. Il y avait énormément de choses qui traînaient, les étagères elles débordaient de livres, etc. Bien souvent, on ramenait notre déjeuner, on mangeait sur place. Et ça nous arrivait aussi de sortir les 3DS pour se faire des matchs Pokémon quand on avait envie de faire une pause. On avait les autres aussi qui repoussaient parce qu'ils n'avaient pas forcément un emploi du temps fixe. C'était une période où ils avaient à faire leur rapport c'est un peu comme une petite thèse en master 1. Et ils devaient mener leurs expériences selon leur propre agenda. Et comme ils n'avaient jamais été formés à justement travailler par eux-mêmes et qu'ils avaient toujours été dictés à l'école à tout faire comme on leur disait, ils passaient des fois la moitié de la journée sur YouTube pour se mettre à commencer à lancer des expériences à 7 heures du soir et finir à 2 heures du matin à rédiger sur l'ordinateur. Et le paroxysme, finalement, c'est ce jour de la photo. On passe dans la salle d'à côté, qui est là, un petit espace d'expérience pour le laboratoire où on a nos bouteilles de produits justement différents produits chimiques qui sont présents, que ce soit des soudes, des acides, etc. Quand on travaille en laboratoire, on sait qu'il faut faire très attention à ne pas mélanger certains contenants. On ne doit pas mettre les acides et les bases sur une même étagère, par exemple, parce que si on fait une mauvaise manipulation, on renverse une bouteille, on peut créer des réactions qui peuvent être assez catastrophiques si on ne fait pas attention. Donc en Un mini général, Fukushima, quoi. ouais, même pas, mais ça peut faire un joli boom et ça peut réveiller un peu tout le monde, hein. Mais voilà, en général, on essaie de faire en sorte que ce soit bien séparé. Au mieux, on les met dans deux armoires différentes. Et là, effectivement, c'était pas très toujours respecté. Surtout, c'était les étagères au milieu de la salle. Puis il y avait énormément de bouteilles, dont certaines qui dataient d'il y a un moment, quoi. Donc c'était
c'était pas forcément tout était pas toujours très bien organisé. Et puis souvent, il y a des expériences qui tournaient sur la table, non surveillées toute la nuit. C'était pas des expériences dangereuses, hein. Loin de là, il n'y avait pas forcément besoin de les surveiller, mais c'est vrai que ça manquait de cet esprit Kanban Kaizen, comme tu as pu le présenter, qui est vrai, effectivement, qui vient du Japon, mais on n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et le jour de la photo, clean complet d'une des paillasses de laboratoire pour que ce soit nickel chrome, que les tubes soient bien arrangés, bien alignés. Et l'image était incroyable parce qu'il y avait justement cet espace, juste le cadre de la photo qui était rangé parfaitement. Et c'était le cancer en dehors, quoi. Et l'élève avec justement sa blouse immaculée, toute blanche, les petits gants, qui fait semblant de faire une expérience, le photographe, ses camarades autour, et derrière eux, en arrière-plan, en dehors du cadre de la photo, c'était le bordel. Donc Ouais, ça, je vois le genre, quoi. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées par l'image, mais en même temps, voilà, faut faire gaffe aux images qu'on voit, quoi. Ça remplace pas Ce le sont des vécu, images, quoi. quoi. Ce exactement. qu'on vit vraiment là-bas, quoi. Et je comprends d'autant plus le fait que les Japonais veuillent sauver la face et toujours paraître bien. Bah, c'est ce qui fait que c'est l'image qui renvoie aussi au monde à une échelle plus grande. Exactement. Et en fait, pour rejoindre un peu justement votre façon que vous avez exprimé de voir l'organisation du travail au Japon, bah ça c'est en fait un concept très important, celui que j'ai présenté, ce qu'on appelle le tatemae, comme je l'ai dit, c'est garder la face. C'est une notion qui est importante ici de maîtriser et de comprendre, qui est pas toujours évidente à vivre au quotidien. Ça, faut pas se le cacher, hein, c'est réel. Et les Japonais eux-mêmes le disent. J'ai rien que ma professeure de japonais, enfin les professeurs de japonais que j'ai eu, pour ne pas les citer directement, mais tout au long de mon apprentissage, il y en a eu qui me disaient effectivement que le tatemae c'était quelque chose qui les insupportait, parce qu'il fallait toujours respecter l'image de quelqu'un en face de soi et faire attention à sa propre image. Donc ça, c'est le côté qui peut être négatif parce qu'effectivement, on peut se retrouver des fois à devoir respecter des gens qui eux-mêmes ont des comportements qui sont déviants parfois et il faut pouvoir les laisser agir alors qu'on aimerait pouvoir réagir. Mais l'aspect positif, c'est par contre quand il s'agit de recevoir un service, vendre un service, euh, être au Japon dans le quotidien pour faire ses achats, faire la queue, etc. Il y a le respect de ces normes et de ces codes induits et de justement faire en sorte que on soit attentif à ne pas dépasser finalement les choses qui pourraient mettre à mal la personne avec nous. Bah ça c'est plutôt agréable et finalement ça rejoint cet état d'esprit sur lequel effectivement on se fait toujours une idée mais qui rejoint la réalité de l'esprit du collectif, qui est effectivement quelque chose d'inhérent au Japon. C'est quelque chose de tout bête. Par exemple, quand on prend le métro, si on enlève son sac à dos, ben, on se retourne, on fait attention à comment on l'enlève pour pas taper quelqu'un. C'est quand on arrive au restaurant, en ce moment c'est la saison des pluies, on nous donne directement des petits sacs en plastique pour recouvrir le parapluie, pour ne pas mouiller le sol du restaurant, pour pas qu'ils aient plus de ménage à faire que ce qu'ils sont censés faire, alors qu'on est capable justement de faire attention. Donc ça, c'est les codes sociaux. Et puis après, on peut toujours faire le ping-pong. Je vais m'arrêter là parce on peut en parler des heures. Qu'est-ce que on en pense de ce côté-là? Certes, on va pas essuyer le sol, on va faire attention à pas mouiller les canapés avec le parapluie, mais par contre, la quantité de plastique qui est utilisée pour recouvrir ces parapluies, est-ce qu'elle est réellement justifiée? C'est toute Ouais. la société du Japon et c'est cet aller-retour constant que j'ai donné par cet exemple-là, mais on peut l'étendre à énormément de points de la société. C'est toujours cette ambivalence-là de, effectivement, on a des choses qui vont dans le sens commun et qui vont permettre une vie sociale qui est beaucoup plus facile, mais de l'autre, en même temps, avec quoi on la paye. Ouais. Seb, tu m'avais raconté des histoires ubuesques du Japon, genre, je sais pas, enfin, un fruit emballé dans un sachet plastique ou des trucs, tu sais, les jeux là, tu sais, où tu gagnes, je sais plus comment ça s'appelle, mais où tu sais, enfin bref, tu peux acheter des figurines qui étaient ultra emballées pour un truc. Enfin, Ouais, il voilà, et y puis avait les quelque chose figurines qui d'un ont aucun sens, gaspillage, ouais, qui ont aucun sens. Enfin, tu genre m'avais raconté des trucs comme ça. Je des crois que c'était un épisode. climatiseurs, des trucs comme ça, quoi. Ouais.
des trucs. Enfin, tu vois, c'est peut-être du sens pour eux, tu vois. Donc, du coup, mais ouais, c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué au Japon, c'est ce contraste incroyable entre la France où on va, par exemple, quand on parle d'écologie, on est très tatillon sur plein de choses. Et là-bas, ils sont en mode clim à fond, tout est éclairé la nuit. T'as l'impression qu'il fait jour dans certains quartiers. En tout cas, à Tokyo, hein, je n'ai pas Mm. vu d'autres villes. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc où tu dis, ah ouais, non, mais c'est. Enfin, ça refait revoir un peu les choses, quoi. Je sais pas si tu Ouais, confirmes un peu, ouais. toi, de ton côté, euh, tout ça, Pierre. Tout à fait. Bah après, c'est effectivement, on prend l'exemple des grandes villes pour ces côtés-là. Ça se fait tout à fait vrai. C'est applicable dans toutes les villes, y compris la ville où j'habitais au départ à Fukui. Donc, comme j'en parlais, on retrouve des éclairages allumés toute la nuit. C'est vrai que là-dessus, il y a peu d'efforts. Mais c'est en train de bouger petit à petit. Là, depuis le 1er juillet, les sacs plastiques ne sont plus automatiquement fournis dans les magasins pour faire ses courses. Donc, il faut les payer comme on le fait en France. Donc, ça D'accord, commence donc à ouais, les changer. choses commencent à bouger, quoi. Mm. Ok. Doucement, hein, doucement. Ouais, mais bon, il faut les premiers pas de toute façon. Donc, du coup, tu finis après ces 4 mois, C'est ça, tu reviens en France tout à et fait. après, du coup, Je reviens, j'ai la tête comment complètement se passe le chamboulée. retour? Très Ouais, dur. comment se passe le retour déjà mentalement, tiens? Parce que tu passes, ouais, moi, pour y avoir passé, 1 semaine, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, vraiment, une autre planète, quoi. Mais alors, j'imagine quand tu y as passé, tu as passé quoi? 4-6 mois à peu près, quelque chose comme ça? Ouais, ouais, bah 4 mois, c'est ça, ouais. Mais Ouais, ça a voilà. été, voilà, on passe d'un environnement où je suis, au quotidien avec des Japonais. Je fais, le soir, je retrouve mes amis, qui eux sont internationaux, qui font les études de japonais, donc je fais des soirées avec des Australiens, des Américains, des Allemands, Cambodgiens, c'est des gens des 4 coins du monde et là on est dans un climat où effectivement, tu prends un transport en commun, c'est silencieux, enfin voilà, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure du respect de l'autrui, à prendre l'avion, faire l'escale à Dubaï et après reprendre l'avion et me retrouver dans l'avion avec la famille de Français qui revient de l'île sur qu'elle avait fait le dernier tournage de koh euh, ambiance Club Med avec les enfants qui crient et qui se chamaillent. Et moi qui n'ai qu'une seule envie, c'est que l'avion se fasse détourner et que je revienne au Japon. Parce que j'ai pas du tout envie de revenir dans cette ambiance-là qu'on connaît tous très bien en France. Et ça a été Tu un sais gros que choc. quand je suis revenu du Japon, le premier truc que j'ai entendu en arrivant dans l'avion, c'est des gens se plaindre, quoi, en français. Et je me dis: «Ah! Ah, c'est la famille, là!» Moi, pareil, quand je suis revenu de la Nouvelle-Zélande et que je suis arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, j'ai dit, oh là là. Enfin bref. C'est ça, quoi. Non, mais c'est un vrai marqueur sociétal, ça, hein, le côté de se plaindre énormément. On a beau le dire, mais c'est vrai que c'est français. Et moi, aujourd'hui, je le vois bien. Aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, même si je travaille plus avec des Français que quand j'étais à Fukui, aujourd'hui à Tokyo, malgré tout, le côté de se plaindre, il est beaucoup moins présent que dans ma vie en France. Mais pour reprendre effectivement le fil de l'histoire, je reviens avec une idée en tête, c'est effectivement de tout faire pour me donner les moyens de partir au Japon à moyen ou long terme dans ma carrière. J'ai pu confirmer mon goût qui est personnel, hein. Après, comme je l'expliquais, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais pour moi, le global, le bilan fait que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'intégrer dans cette société-là, parce que je pense qu'en tant qu'étranger, notamment en tant que Français, on a des choses à apporter. Je finis mes études, finalement ça se passe beaucoup mieux avec ce déclic-là et puis avec un changement aussi d'environnement et d'entourage. Donc ça m'a permis d'être un peu plus serein. Tout se passe bien et donc je décroche mon diplôme avec la reconnaissance de mon école qui, je remercie encore une fois, de m'avoir accompagné dans ce cheminement-là. Et ils m'ont donné, j'ai été très heureux de pouvoir recevoir les félicitations du jury qui m'ont dit que j'avais été un très bon ambassadeur au Japon pour l'école parce qu'il y a eu d'excellents retours derrière entre l'université et l'école. Et du coup, ça avait permis de vachement renforcer les liens. Donc ça avait été un autre marqueur qui me dit, bon, ok, le Japon, faut pas que tu lâches. Et finalement, je cherche mon stage de fin d'études. J'essaie de voir où est-ce que je peux atterrir et comment développer certaines compétences qui peuvent m'être utiles au-delà d'apprendre le japonais que j'avais repris assidûment déjà sur place et que je continue à faire par moi-même une fois revenu en France.
Et je trouve donc l'entreprise pour laquelle je travaille aujourd'hui, FI Group, qui proposait un stage en fait. Donc dans ce que je vais vous expliquer, ça va être un nouveau chapitre, ce qu'on appelle le conseil en financement de l'innovation, ce qui est un milieu très particulier lui aussi, très peu Alors, connu du grand public. est-ce qu'il y a des liens avec, c'est un peu le même monde que tout ce qui est BPI et compagnie ou pas du tout? Il y a quelques liens, effectivement, mais on est dans un domaine assez spécifique. Mais effectivement, BPI fait partie des acteurs avec lesquels on interagit. Du coup, je vais réitérer le petit jeu de tout à l'heure. Je vais vous demander qu'est-ce que ça vous évoque, ce terme de conseil en financement de l'innovation. Hem, Bah, globalement, moi, ce que j'imagine, c'est, je sais pas, tu des fonds ou alors soit comment récupérer des fonds pour innover, pour, développer des projets, faire de la recherche ou voilà, développer des choses comme ça. Soit justement, tu as déjà du cash et comment tu l'investis correctement. Tu peux redonner le nom, Pierre? C'est conseil en financement de l'innovation. Ouais, je m'aligne avec ce que dit Sébastien. On se réunit pour savoir comment on va pouvoir financer la partie recherche et développement, innovation d'une entreprise ou d'une organisation, que ce soit en fonds propres ou que ce soit à l'extérieur. Ah bah, c'est bien que vous avez la tête bien faite, c'est assez vrai ce que vous dites. Donc effectivement, on est Ah, j'ai peur qu'il y ait un sur cette piège, partie-là. tu vois? Si tu me dis ça, ça a rien à voir, tu vois? Bah, c'était pour effectivement pour vous mettre un peu vous déstabiliser, pour pas faire le japonais du coup. Mais oui, c'est bon. Là-dessus, vous avez assez juste. Alors, plus précisément, nous, ce qu'on propose dans cet univers-là, qui est effectivement très large, vous l'avez bien présenté, hein, là-dessus, on interagit, nous, sur tout ce qui va être des financements publics. En fait, on intervient auprès d'entreprises qui vont mener des projets de recherche, de développement ou d'innovation au sein de leur entreprise et qui peuvent prétendre au dispositif d'aide publique. On retrouve deux grands types d'aides. Celle que tout le monde connaît de près ou de loin, c'est ce qu'on appelle les subventions. Donc ça, on le connaît bien parce qu'effectivement, c'est ce qui permet de faire monter des projets. Euh, et ça, c'est effectivement donné par l'État. Et l'autre qui est moins connu, qui a pu faire un petit peu justement l'objet de l'actualité ces derniers mois, voire l'année dernière, je ne sais plus à quel moment exactement, en France, c'est ce qu'on appelle le crédit d'impôt recherche. Et ça intervient en fait à la suite des projets et ça permet d'avoir justement un allègement de l'impôt dans le cadre de la recherche. Et c'est quelque chose qui avait été mis en avant, en tout cas au niveau des médias, à cause de tout le scandale qui avait suscité ce qu'on appelle le CICE, qui est le crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi, qui a été utilisé de manière totalement détournée par beaucoup de grandes entreprises et qui a fait grand scandale en France. Donc là, on n'est pas du tout sur les mêmes données, parce qu'on ne s'intéresse pas à juste valoriser des salaires et de l'embauche. Là, on est vraiment sur des notions de longue durée et des projets qui sont sur plusieurs années, parfois même ça dépasse 10 ans. Et on s'intéresse vraiment à ce qui est dépensé dans l'innovation et la recherche. Donc c'est un cadre qui est tout à fait différent et qui va être employé de manière très différente en fonction du pays auquel on s'adresse. La manière d'évaluer un projet, d'évaluer la teneur de la recherche au sein d'un projet d'entreprise, qu'on soit en France, qu'on soit au Canada, qu'on soit au UK, donc, au Royaume-Uni, ou qu'on soit au Japon, on va retrouver sensiblement une approche similaire. Mais le dispositif en lui-même, l'aspect fiscal, va différer. Ça dépend des lois, ça dépend de l'administration de chaque pays qui va décider des règles. OK. C'est dans cet univers-là que je me lance avec au départ, et c'est ce qu'on explique aussi, en tant que consultant en financement de l'innovation, sur la partie purement technique et scientifique des projets dans un premier temps, avec très peu d'expérience sur la fiscalité, même zéro, et un niveau en comptabilité très faible qui m'a valu de passer tous mes partiels au rattrapage en école d'ingénieur. Donc j'arrive. Ouais, c'est un gros C'était bien parti déjà. gros nouveau sujet, quoi, parce qu'effectivement, ça a l'air c'est quand même super vaste et il y a alors Et ça a l'air j'imagine très technique, ouais. voilà, j'imagine tu es pas tout seul, hein, mais puis surtout si tu es en stage, mais c'est vrai que ça a pas dû être évident, quoi. C'est ça. Ben,
Après, le challenge m'intéressait, notamment parce que finalement, on se retrouve à auditer des projets techniques et scientifiques, à aller d'entreprise en entreprise, énormément enrichir sa culture scientifique. Et moi, c'était cet aspect-là qui m'avait vraiment intéressé au départ. Et l'autre aspect qui m'avait vraiment motivé, c'est ce côté justement de relationnel, ces discussions qu'on peut avoir avec les chefs d'entreprise, les ingénieurs, les directeurs financiers. On se retrouve face à beaucoup d'interlocuteurs différents dans des entreprises différentes qui ont des organisations et des philosophies qui peuvent vraiment varier. Et c'est ce qui me manquait en fait dans mes expériences passées en stage, que ce soit justement mon expérience au Japon. J'avais eu l'occasion de travailler pour un grand groupe industriel en France en recherche et développement aussi. Mais finalement, il y avait deux aspects qui manquaient. Bah, c'est d'une part le côté vraiment relationnel que je développais à côté avec toi, Sébastien, lors de nos émissions, entre autres. Et d'autre part, c'est effectivement ce qui bloque toujours dans un projet de recherche. Il y a des bonnes idées, il y a plein de choses à faire, mais ce qui va toujours être le nerf de la guerre et ce qui va te permettre de tout décider, c'est le budget, c'est le financement. Donc, réaliser un stage qui touche vraiment à ce sujet-là, ça m'avait intéressé. Je me suis dit, il y a vraiment des choses à apprendre, autant me lancer là-dessus. Ouais, J'ai eu il y a le- un côté où tu peux faire bouger les choses, en fait, si tu as tous les aspects en main, quoi. Exactement. Si tu as toutes les cartes en main, si tu sais comment les choses sont vues par tous les acteurs, pourquoi les décisions sont prises et quels sont les enjeux pour chacune des personnes qui vont décider, bah, finalement, tu comprends très bien comment orienter les choses et faire en sorte que les décisions soient prises avec le maximum d'informations pour chacun. Et il n'y a pas de frustration qui en ressort parce qu'au moins tu comprends tout ce qui s'est passé. Donc je rentre chez FI Group en stage, j'ai la chance d'être retenu. Et en fait, on me dit rapidement que l'internationalisation, c'est un sujet qui est très présent dans l'entreprise. Euh, c'est effectivement une chose qui met beaucoup en avant en externe et en interne. Et au bout de 3 semaines, je fais une soirée qui présente ce qu'on appelle la mission VIE, Volontariat international en entreprise, qui est un dispositif d'État qui permet aux entreprises d'envoyer des jeunes qui ont moins de 28 ans révolus en mission dans n'importe quel lieu à travers le monde pour développer l'activité de l'entreprise à un niveau commercial, à un niveau technique, etc. Et lors de la soirée, il laisse comprendre qu'effectivement le VIE n'a pas besoin d'émerger d'une offre d'un recrutement classique comme on peut le faire, c'est-à-dire aller sur le site du gouvernement dédié au VIE pour postuler, faire son CV, sa lettre de motivation, etc. Mais qu'on peut finalement initier la démarche VIE. Et dans la même soirée, je rencontre une conseillère de région qui m'explique qu'en ce moment, le Japon, c'est un très gros vecteur de développement pour les entreprises, notamment les PME, que le gouvernement et les régions essaient de soutenir les approches vers le Japon et cette passerelle entre les deux pays. Forcément, j'ai un déclic et je me dis, ben, tant qu'à faire, vu comment les choses s'alignent, je prends mon courage à deux mains et le lendemain, je vais voir mon chef d'équipe et je lui dis, bah écoute, voilà, j'ai fait cette soirée-là hier. J'ai vu il y avait beaucoup de choses à faire sur le Japon. Moi, après le stage, comme je vous l'ai dit, à moyen ou long terme, j'aimerais retourner au Japon et y faire ma carrière. Donc, est-ce que vous voulez qu'on regarde comment ça se passe au Japon? Et pourquoi pas voir s'il y a une opportunité de se développer. Qu'est-ce qui se passe? Mon chef d'équipe me dit ben, que c'est une bonne idée, pourquoi pas, et on va appeler le président de l'entreprise demain pour en discuter. Donc, nous voilà projetés donc, à jour plus 1, 17h, 17h30. On arrive à avoir le président au téléphone. On a l'avantage d'avoir un groupe aujourd'hui en entreprise qui est toujours détenu par les deux fondateurs de l'entreprise. Donc les discussions, quand il s'agit de prendre des grosses décisions comme ça, c'est directement avec eux. Il n'y a pas besoin d'aller discuter avec des investissements publics ou des investissements privés. Il n'y a pas de gens qui tiennent les décisions autres que ces deux personnes-là quand il s'agit de ce genre de choses. Je lui présente mon idée, le projet fou qu'un stagiaire s'intéresse à regarder comment ça se passe au Japon sur leur activité. Et il me dit, bah écoute, t'as pas besoin de me faire un rapport de 100 pages. De toute manière, ce serait trop long à lire. Donc, montre-moi qu'on est capable d'y aller, qu'il y a du potentiel, résume-moi ça.
et à la fin de ton stage, si tout va bien, et ben, je t'envoie là-bas, tu fais ta vie, quoi. Donc je prends le pari et je fais beaucoup d'heures sup. Toujours à la fin de mes journées, je prends toujours 1 heure de plus pour étudier tout ça, à me casser la tête, à essayer de comprendre comment marche le dispositif sur place, vérifier qu'effectivement on utilise bien le même texte qui régit la recherche, qu'on est bien sur la même définition. Est-ce que les entreprises l'utilisent? Comment ça se passe? Faire des appels téléphoniques vers le Japon en essayant d'avoir différentes personnes, parfois en me prenant des portes. Donc c'était vraiment un travail de longue haleine. Et finalement, ça a porté ses fruits parce que à la fin de mon stage, on m'a proposé de continuer. Évidemment, je n'ai pas fini en 6 mois avec juste 1 heure d'heures sup chaque soir. J'ai pas réussi à tout boucler, bien sûr. Et je suis embauché donc à 20% de mon temps de travail en CDI pour poursuivre l'aspect Japon et toujours fournir évidemment un effort et continuer à me former sur tout l'aspect consulting et scientifique comme je le faisais depuis le début sur des comptes français pour évidemment continuer à me former. Et à Et partir là, tu te sens ouais, comment à ce moment-là, Pierre, quand tu apprends ça? là-dessus, bah, ça a été beaucoup d'émotions parce que au départ, c'est beaucoup de stress quand même, mais pas forcément négatif, hein, au sens où, bah, il y a de l'appréhension parce que quand on sait pas encore, quelle est la décision, on se demande, bah, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'ils vont me proposer? Comment mon projet il va évoluer maintenant qu'il a commencé à éclore? Que j'ai été présenté un petit peu aux équipes internationales et que ça commence à prendre un petit peu forme. Et quand ils m'ont présenté les conditions, moi j'étais ravi parce que ça me donnait un objectif à plus court terme que je l'imaginais. Parce que finalement, des échelles de temps qui sont moins longues que ce que je pouvais espérer à l'époque. Ça donne vraiment cette, euh, cette ligne directrice et ça m'a permis de voir que bah, le fait de m'être démené, d'avoir mis du cœur à l'ouvrage et vraiment d'être toujours bien déterminé, ça a été reconnu. Et le fait qu'il l'ait mis en valeur, ça m'a conforté dans le fait que je voulais continuer à avancer avec eux. OK, super. Et donc après, du coup, tu continues là-dessus et puis j'imagine que tu présentes tout ça, pour une «décision finale» entre guillemets? Exactement, exactement, on continue, on poursuit. Là, je suis un peu plus encadré par l'équipe internationale. On a j'ai un peu de support, on avance ensemble sur les sujets. On me présente les choses, comment avancer sur tel sujet, quelles sont les choses à éviter, comment orienter certains passages, comment gagner en efficacité. Et effectivement, on démontre un petit peu tout ça. On arrive sur la présentation finale. Bon, on a quand même fait un document de 140 pages, mais ça c'était pour le garder de côté. Et à côté, on avait fait un truc réduit pour vraiment présenter les aspects importants. Et on a eu donc la validation ensuite de la direction pour se lancer au Japon. Waouh! Donc, Donc là, tu sais que tu vas, quoi. là, je sais que j'y vais. J'ai eu l'occasion, entre-temps, de faire un premier voyage au Japon en voyage d'affaires. Donc ça a été une semaine de délégation avec plusieurs entreprises pour bah, découvrir le marché, pour apprendre un petit peu à comment ça se passe sur place. Et ce moment-là, il a été très important aussi, cette première délégation, parce que ça a été le vrai moment où j'ai pu avoir le déclic de l'intrapreneuriat. Jusque-là, j'étais à Lyon, dans le bureau, je passais des coups de fil, j'étudiais, mais j'avais pas encore commencé le côté vraiment d'aventurier finalement que ça représente. Et une fois au Japon, pour une semaine, 10 jours de travail, là, il faut que je me démène, je suis tout seul, je suis au milieu d'autres entreprises et il faut que j'arrive à convaincre les Japonais que j'ai en face de moi que mon projet fou, ben, il peut les intéresser et que d'ici quelques années, je serai en face d'eux et cette fois-ci en habitant sur place avec des moyens pour leur présenter une offre de service. Et ça a été un vrai déclic parce que venant d'un background très scientifique et technique, l'aspect commercial et présentation, savoir se vendre, savoir présenter son activité, son entreprise, son projet, ça a été quelque chose que j'ai pu mettre vraiment à l'épreuve. Et
plutôt que d'en sortir terrorisé, j'en suis sorti galvanisé et j'avais qu'une seule envie, c'était de recommencer. Donc Est-ce que c'est tu as déjà lu le livre de Phil Knight, le fondateur de Nike, Shoe Dogs? Je sais pas si ça te parle. non, je le connais pas. Je pense, que c'est un de mes livres préférés sur l'entrepreneuriat. En fait, donc c'est le fondateur de Nike qui l'a écrit. Il explique comment il a créé cette marque. Et en fait, à l'origine, ils ont revendu des Tigers, les chaussures, quoi. Et donc, il les faisait venir du Japon. Et dans toute l'histoire, il raconte un peu toutes les péripéties il faisait dans les années 60, 70, des allers-retours au Japon pour discuter avec eux, négocier. Et ils avaient vraiment l'air d'un côté dur en affaires et comme tu le disais un petit peu, rien laissé transparaître. Par contre, derrière, effectivement, tu ne savais jamais trop à quoi t'attendre. C'est un livre super intéressant et je ne sais pas s'il est encore. Si un jour tu lis, ça pourrait être intéressant que tu reviennes sur Stémator pour nous en parler un petit peu, mais je sais pas, c'est toujours d'actualité, le côté dur en affaires au Japon. Comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que tu as eu de bonnes réceptions? Comment ça se passait? Le côté dur en affaires, il est assez culturel. Je trouve aujourd'hui avec le recul, euh, je comprends pourquoi. On a cette image-là et cette impression-là. Aujourd'hui, moi, j'ai tendance à pas le voir de cette manière-là, en tout cas pas le vivre de cette manière-là. Mais je sais très bien à quoi on fait référence quand on dit ça. Comment je l'ai vécu moi à l'époque, sur la première fois. Hem, j'ai eu on va dire la chance, de pas arriver avec quelque chose de très solide construit et j'étais encore dans la phase de développement. J'étais vraiment dans la prospection de mon marché, comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne le dispositif et organiser un peu tout ça. Donc je pouvais présenter ce qu'on faisait à l'étranger, c'était solide, mais au Japon, c'était moi qui menais la barque et du coup, ils avaient, un jeune Européen devant eux, et souvent ça les faisait sourire. Et justement, je cassais un peu la barrière à cause justement de ce profil très atypique. Ils n'étaient pas dans un état d'esprit où ils se sentaient face à une puissance importante. Pour revenir, Qui baissaient leur garde. exactement. Et c'est peut-être ça qui est important à comprendre, c'est que quand ils ont en face d'eux quelque chose qui est puissant, important, où les gens connaissent bien les règles du jeu. Comme on est sur quelque chose de codifié, ça c'est vrai au Japon, hein, il y a beaucoup de choses codifiées. Remettre une carte de visite, comment on va essayer de briser la glace quand on marche dans le couloir pour aller dans la salle de réunion, on va parler du temps qu'il fait ou des dernières infos ou d'un événement sportif. Ça c'est vrai, ça existe encore beaucoup. Et un peu toutes ces choses-là, si on est capable de les respecter, vraiment de jouer avec, et après qu'on a une présentation léchée, qu'on présente bien les choses, qu'on a une offre qui est incroyable, qui peut les intéresser, et cetera, ils vont essayer de pas montrer qu'ils sont très intéressés, qu'ils veulent vraiment profiter de ce qu'on leur propose, et parce qu'ils vont avoir peur de se faire avoir, parce que peut-être que dans l'approche, il y a un piège. Et faut pas oublier que la barrière culturelle, elle est dans les deux sens. Ils sont pas toujours à l'aise pour décoder tout ce qui va être culturel. Et d'être dans l'hyper-expression qu'on a énormément en Occident, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Europe, on retrouve des choses comme ça. Et des fois, justement, cette hyper-expression, elle permet de cacher certains autres niveaux de lecture, où on va obliger les gens à réagir. Et il y a beaucoup d'analyses. Je fais une petite digression par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'analyses très intéressantes sur YouTube, sur Internet, qui permettent un peu de voir justement ce que les gens essaient de faire paraître. Les expressions faciales et le fait de surréagir par rapport à quelque chose, ça induit forcément à l'interlocuteur comment il faut réagir. Et finalement, on peut faire passer beaucoup de choses comme ça, et on peut persuader les gens assez facilement avec ces mécanismes-là. Et ça, au Japon, comme on ne le pratique pas, ils s'en méfient beaucoup. Ouais, d'accord. Et ça va être la grosse différence culturelle. Donc, je comprends quand on dit effectivement ce côté dur en affaires, parce que ils vont déjà se méfier de cet aspect-là d'une part. D'autre part, ils mettent
énormément d'emphase sur le temps de réflexion. Il y a 2 aspects à comprendre sur ce côté-là. D'une part, c'est pendant une réunion, c'est pas rare. Quand on présente quelque chose qui est important, qui demande d'être compris, on va avoir un blanc, 10-15 secondes, où les interlocuteurs vont réfléchir à ce qui s'est dit, pour continuer la discussion. En France, on Ouais, imaginerait ouais, c'est un peu malaisant quoi, quand tu y réfléchis et Et, eux, et- ils ont l'habitude, mais nous, de notre côté, c'est un peu bizarre, quoi. et ils exactement. réfléchissent entre eux ou chacun prend un temps de réflexion dans sa tête? Chacun prend un temps de réflexion dans sa tête. Le vrai blanc, quoi. Le vrai blanc. Là, on peut s'arrêter 15 secondes si, si vous voulez faire le test, mais c'est exactement ça. C'est un vrai, Bah, vrai blanc. faisons-le, hein. Non, 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 Allons-y. mais reprenons un peu du coup, c'est super intéressant en tout cas ce que tu nous dis, c'est marrant, effectivement d'avoir un peu ce point de vue maintenant que, toi en plus, ça fait un petit moment là maintenant que tu y es, ça fait plus d'1 an. Mm. Hem, comment ça se fait une fois que tu t'installes là-bas, quoi? Est-ce que tu as, des bureaux sur place? Tu trouves ton a tu vis à Tokyo, c'est ça? Ouais. Et comment ça se passe, quoi? Raconte-nous un peu les 2 aspects, quoi. Yes. Le dernier point que je voulais dire pour clôturer ce que j'expliquais avant, le deuxième point, c'est après, il faut discuter en interne justement, ça répond à ce que disait Wesley. Ils discutent après la réunion entre eux et ils vont discuter avec énormément de gens et demander plusieurs points de vue et ça leur arrive parfois d'appeler leurs pairs, donc d'autres entreprises ou des contacts de confiance pour demander s'ils ont été approchés Ah ouais, aussi d'accord. et vérifier la notion de confiance. Ce qui fait des temps longs et c'est ça qui donne ce côté dur en affaires. Ah oui, donc tu as une vraie réflexion de fond, Mmh Ouais, mh. qui est faite quand ils appellent, toute la famille, quoi. Mmh. D'accord, OK. exact. Voilà et A donc Avant que tu poursuives, Pierre, est-ce que je peux te poser la question de l'échelle du temps? Là, j'ai un peu du mal à me repérer entre si tu peux donner les temps forts, ta première expérience au Japon, après, ouais, quand tu es parti t'installer. Si on peut avoir deux trois dates, 2-3 années au moins ouais, bien pour sûr. situer? Bah, la première re 1er dé voyage d'affaires au Japon, c'est, décembre 2018. Les, après ça, donc du coup, je poursuis, l'activité, et en fait, toute l'année 2019, j'ai fait plusieurs voyages. Heu, donc j'en ai fait, 2 forts, sur la fin 2019, un en octobre 2019 et en décembre 2019. Et là, ça va pouvoir raccrocher les wagons avec ce qu'on disait juste avant. Euh, donc effectivement, après la première expérience, la validation, donc le premier voyage, je disais décembre 2018, validation, c'était mars 2019. Et à partir de là, donc je finis toutes mes activités en France. Nous, notre activité, on finit finalement une année et on relance une année en fin juin, début juillet. Donc moi, jusqu'à fin juin, effectivement, je finalise tout ce que j'ai en France. Et à partir de juillet 2019, là, je suis à 100% de mon temps de travail sur le projet, qui lui a vraiment pris forme et sur lequel on est. Là, je suis bien encadré. J'ai une équipe internationale qui me supporte et me soutient beaucoup. Je repars donc en octobre, là cette fois-ci, pour identifier des partenaires pour nous accompagner sur place. Côté fiscalité, évidemment, c'est quelque chose que j'ai pu étudier, comprendre le dispositif, mais derrière, je maîtrise absolument pas la comptabilité japonaise, hein, donc évidemment, c'est essentiel d'avoir quelqu'un pour nous accompagner sur ce sujet-là. Continuer la prospection, trouver des gens qui peuvent être intéressés par nos services, voir comment s'implanter. Ça a été, ce voyage-là, c'est moi qui l'ai organisé complètement avec tous les contacts que j'avais créés au fil du temps. Donc, j'ai réussi à nous organiser un voyage de 10 jours avec beaucoup de rencontres. Et le voyage en décembre, en fait, je reviens en France juste après le premier voyage en octobre. Et une semaine après, justement, j'ai la BPI France qui me contacte. J'avais eu l'occasion de voyager avec Business France en 2018. Et là, on me propose de m'inscrire à une nouvelle délégation de la fin d'année sur laquelle ils trouvent qu'on serait très pertinent et sur laquelle ils aimeraient nous voir. Donc bah, finalement, je reviens pour un mois et demi et hop, je repars dans l'avion pour un petit tour à Tokyo et alentour. Donc là aussi, ça a été des bons moments, ça a été très intéressant. Et là, Donc j'ai pu... il y a eu un accéléré finalement, ça c'est vraiment, je vois qu'il y a Exactement. ça s'est vraiment condensé et pour savoir ton tout 1er voyage enfin ton stage de 4 mois au Japon, c'était quand? C'était 2016. OK, 2016, ouais. OK, OK. Voilà. Donc, on a effectivement cette accélération au niveau
Bah oui, du projet et bah, les choses qui s'alignent bien et ce qui nous a permis de pouvoir se décider à effectivement se lancer, c'était sur cette période-là, hein, pendant que je faisais les allers-retours. On a décidé de pouvoir lancer l'activité et puis on a pu, après c'est toutes les problématiques évidemment de visa et cetera. Je pense pas que ce soit très utile de développer ça parce que ça c'est très administratif, mais voilà, c'est des temporalités qu'il faut respecter, il faut remplir des papiers. Le Japon est un pays qui demande des visas pour y vivre et ça prend un peu de temps, mais c'est pas spécialement, difficile de l'obtenir, c'est juste qu'il faut respecter, les papiers à remplir, Ouais, et les des timings. formalités, quoi. Voilà et du coup, ben, arrivé le 1er février, 2020 à Tokyo, où Ah j'habite oui, donc ça fait depuis. pas si longtemps que ça, en fait, du coup Juste avant le Covid. Enfin, et la bref. Et bonne oui, période aussi, j'ai envie de dire, quoi. exactement. J'arrive, je fais un premier mois, rempli de rendez-vous, matin, midi, soir, donc j'enchaîne énormément, hein. Un rendez-vous, en fin de matinée, puis après un autre rendez-vous, dans l'après-midi, des réunions Skype avec l'Europe, parce que du coup, ma plage horaire de communication, c'est la fin de journée et puis, bah, le soir, soirée networking, rencontrer, un prospect, rencontrer un potentiel partenaire, au cours d'un dîner, d'un événement et cetera. Donc j'enchaîne pendant un mois, je tire bien sur la corde, je commence à fatiguer et le Covid éclate et me voilà, enfermé à la maison pendant un mois et demi. Ouais, vous Bon, avez été confinés aussi, du c'est coup, là-bas? un confinement, volontaire. On n'avait rien d'obligatoire, mais il déconseillait fortement de sortir et on pouvait aller faire nos courses tous les jours, il n'y avait pas d'obligation comme on a pu le voir en France. On pouvait sortir comme on voulait, mais les gens ont vraiment respecté. Là aussi, encore une fois, c'est l'état d'esprit de, ben, on sait qu'on peut rendre les autres gens malades, donc ben, on va éviter. Et j'ai fait une sortie parce que j'ai essayé au maximum, surtout en étant étranger ici, je pense que c'est important de montrer l'exemple. Donc les recommandations du gouvernement, c'est important de les appliquer. J'ai fait une seule sortie, mais du coup, quand je suis sorti, je me suis dit, je vais marcher. Et j'ai marché pendant 3 heures. J'avais plus envie de m'arrêter. Et je suis allé de chez moi à l'île artificielle d'Odaiba. C'est là où on trouve le musée qui est assez connu avec toutes les décorations lumineuses. Ah ouais, j'y Euh, suis allé, c'est génial ça. Exactement. Et on Mmh. trouve aussi le Gundam à échelle réelle. Ouais. Et normalement, c'est un lieu très touristique parce qu'on voit le Gundam, il y a plein de gens qui prennent des photos autour. Et moi, j'étais tout seul sur une place gigantesque avec le Gundam devant moi. C'est incroyable parce que Tokyo, c'est blindé tout le temps, partout et ouais, même les grandes places, je crois, c'est Shibuya, c'est ça Ouais. qui est tout le temps blindé. Il y a tout mais c'est hallucinant le monde qu'il y a, quoi. On se rend Ouais, pas compte, c'est le Times Square japonais, quoi. mais C'est même c'est Tout à fait. pire. Enfin, tu peux même pas circuler, quoi, à pied, quoi. Enfin, c'est incroyable et là, ça devait être très bizarre, quoi. Ça devait être tout vide, Mm, exactement. Mais du coup, ça m'a pas empêché de poursuivre derrière l'activité. Moi, ça m'a permis de me concentrer sur bah, toute la structuration de la société parce qu'il a fallu évidemment faire tout le reste, hein. C'est pour réaliser bah, la structure, être accompagné au niveau de la réalisation des contrats pour respecter le droit japonais, ouvrir le compte en banque, trouver des partenaires au niveau de la comptabilité, continuer la prospection bien évidemment et préparer un petit peu tout ce qui se passe en ce moment maintenant que on est un peu plus libre de nos mouvements sur Tokyo pour prospecter, pour présenter, continuer à travailler le japonais bien évidemment pour progresser. mais alors du coup, toi tu travailles d'où actuellement? Est-ce que tu as des espaces où tu travailles? Est-ce que tu travailles essentiellement de chez toi pour le moment? Est-ce que tu es seul là-bas ou est-ce que tu as d'autres, collègues sur place? Comment ça se passe? On est hébergé au sein de la Chambre du commerce et de l'industrie franco-japonaise, qui ont deux espaces en fait de coworking. Donc moi, je suis dans le nouvel espace de coworking qui est dans le centre de Tokyo, ce qu'on appelle le quartier Nihonbashi. Et c'est vraiment agréable, hein. C'est dans des immeubles assez neufs. Et en fait, il y a plusieurs entreprises qui sont logées comme moi au sein de la CCI. Et du coup, ça me permet aussi bien de discuter d'un niveau professionnel avec eux, parce que des fois, il y a effectivement des intérêts communs. Et le plupart du temps, ça permet de créer en fait du réseau et aussi de nouer des amitiés, parce que du coup, on travaille tous au même endroit. C'est être un peu comme des collègues, mais en même temps, on ne travaille pas pour les mêmes entreprises. Du coup, il n'y a pas cet état d'esprit de rapport hiérarchique ou de rapport qu'on peut avoir entre collègues. Ouais, c'est ça qui est chouette dans les coworking, quoi. Il y a pas ces barrières-là, quoi.
Ouais. C'est les collègues sont les inconvénients, quoi. Mmh. Donc ouais, pour l'instant coworking, mais avec toujours la passerelle avec le reste du monde sur toutes les autres entités de FI Group. Donc je suis tout seul, mais pas vraiment. Et c'est ça qui est plutôt agréable et qui me permet de poursuivre sereinement le développement de l'activité ici. OK, trop bien. Hem, je propose qu'on avance et qu'on parle d'un dernier sujet, c'est par rapport au système. On en a parlé un petit peu en off avant, mais bon, ce podcast s'appelle Systémator et on aime bien parler un petit peu de ce qui est système, qu'est-ce qui tout ce qui est productivité et tu nous as dit en off que toi, tu avais pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Donc j'ai envie de te poser la question, c'est quoi ton système? Ouais, c'est vrai qu'on avait parlé de beaucoup d'autres sujets. Désolé, c'est toujours. Ouais, mais c'est une aventure très riche. En tout cas, félicitations pour tout ce parcours parce que c'est impressionnant. C'est clair et Merci puis beaucoup. il y a un côté aussi, un peu saut dans le vide, même si Ouais, c'est ton rêve, je pense que ça doit enfin, il doit y avoir énormément d'appréhension aussi, j'imagine, à faire ça, quoi. ouais, à réaliser ça, quoi. Parce qu'entre l'avoir l'idée et le faire, c'est incroyable, quoi. Merci beaucoup. Bah, vraiment la guideline que j'ai eue au départ, maintenant elle commence à changer un peu, mais je continue. Au départ, c'est t'es en stage, t'as rien à perdre. C'est ton premier Ouais. CDI, t'as rien à perdre. Donc fonce quoi. Y a pas de limite parce que du coup, c'est que du positif, c'est que des choses que même si les choses n'avaient pas abouti, j'aurais gagné tellement d'expérience, j'aurais construit tellement de choses que ça m'aurait toujours été utile pour la suite. Donc c'est ce qui m'a permis de tenir le bout et de jamais abandonner. Super. Ouais, non, mais c'est clair que dans tous les cas, dans le pire des cas, même si tout ratait ou quoi que ce soit, ça te fait une expérience incroyable que tu peux valoriser énormément, quoi. Tout à fait. Pour répondre à ta question, effectivement, ce qu'on se disait en off, euh, dans ce que j'ai pu expliquer un peu tout à l'heure, c'est vrai que les débuts étaient difficiles, moi, surtout au niveau de mes études. Et le fait d'avoir eu cet objectif, de savoir ce que je voulais, et d'être dans un environnement où on doit vendre un service qui est quand même important, parce que ça fait partie de la stratégie des entreprises. Donc nous, on s'intègre aussi à leur vision. Il faut être super carré, il faut savoir respecter les temps, il faut s'intégrer à un mécanisme global de l'entreprise. Donc il faut de son côté savoir être carré sur sa propre organisation pour bien respecter tout et leur fournir le service tel que on leur a présenté et tel qu'ils l'attendent. J'ai beaucoup évolué dans ma manière de travailler et finalement aujourd'hui je travaille énormément en task management, ce qui est une méthode d'organisation qui n'est pas toujours énormément appréciée de tous. Ça dépend vraiment des profils, mais moi j'y trouve vraiment un outil qui me permet de progresser et d'être sûr que je réalise tout ce que j'ai à faire. Dès que je pense à quelque chose, j'utilise une interface. Donc il y a une appli, c'est aussi un site web, donc c'est vraiment multi-surface. Et ça s'appelle Asana. C'est vraiment un outil pur task management. Donc typiquement, si je vais commencer ma semaine, s'il y a par exemple plein de mails qui sont arrivés, si j'ai besoin de travailler sur d'autres tâches avant, bah, je vais rentrer dans Asana tout ce qui correspond à ce que j'ai lu dans mes mails. Euh, Derrière, en réunion, bah, j'ai besoin de. Il y a une idée qui sort et que je trouve pertinente et qu'il faut qu'on applique, bah, je la mets dans le task management de Asana. Je suis dans le métro, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai à faire, ou alors je vois une pub et tiens, bam, ça me fait une connexion, ça me fait bah, une idée qui tombe sur l'autre. Et ben, je sors mon téléphone et je vais noter l'idée. Après, c'est vraiment un outil de suivi. Ça permet aussi de mettre des dates, des deadlines et bah, après, on s'y tient ou pas, c'est sa propre rigueur et c'est aussi la pertinence de tenir une deadline ou pas qui va influer sur ce qu'on va faire dans son quotidien. Mais au moins, ça permet d'avoir une vision dans un environnement comme le mien où je suis très multifonctionnel, j'ai énormément de sujets sur lesquels j'interviens. Donc il faut être capable de penser à beaucoup de choses en même temps. Avoir un outil de task management, ça me permet d'organiser les idées et de connaître mon volume global de travail à venir. Ça, c'est Ouais. le premier outil, le premier système que j'utilise énormément. Le second, je dirais que c'est beaucoup dans la suite Microsoft, j'utilise énormément OneNote.
qui est finalement un outil pour moi, c'est le bloc-notes Transformers 4.0. Parce que du coup, on est capable vraiment de moduler énormément de la prise de notes. Parce qu'on est capable d'écrire d'un endroit ou un autre de la feuille comme on le ferait sur une page papier. C'est rangé directement dans des classeurs qui vont être rangés dans des fiches. On peut faire ensuite page et sous-page. Et après, on peut réorganiser tout ça si jamais on a besoin de faire du tri, comme on le ferait avec finalement de l'organisation papier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à trouver justement que l'outil informatique ne permet pas d'avoir la flexibilité du papier. Et je trouve que OneNote, il correspond vraiment à cette flexibilité-là. Et moi, ça me permet de rester, d'archiver énormément de choses. Et quand j'ai besoin, à la différence du papier, si j'ai un mot-clé que je sais que j'avais écrit quelque part et je veux retrouver les notes que j'ai prises dessus, un petit rechercher, CTRL F, je tape le mot-clé et je tombe sur la bonne page et au moins j'ai exactement les notes que j'ai prises, même il y a un an et demi, et je sais qu'est-ce que j'avais mis de côté pour le moment, un an et demi après, où j'en ai besoin. Et boum. Voilà. Ça, c'est mon deuxième outil que j'utilise énormément en termes de process. C'est le dernier point, et c'était là-dessus où effectivement on avait exprimé un peu des choses avant de commencer. C'est finalement dans tout ce que je vous expliquais, tout ce cheminement-là, etc. Il y a une chose que j'ai découvert assez tôt dans mon cheminement et que j'ai gardé beaucoup en tête, c'est le principe d'ikigai. C'est là-dessus, Sébastien, effectivement, on avait un peu commencé à échanger tout à l'heure. Ouais, parce qu'en fait, l'ikigai, c'est un truc dont tout le monde parle. On avait fait, ouais, t'avais préparé un épisode dessus, on l'avait fait il y a un petit moment. Sûrement, mais en tout cas, dans mon précédent podcast, ouais, j'ai déjà parlé d'ikigai Ouais, à plusieurs reprises dans ma vie officielle, publiquement, quoi. et c'est un sujet effectivement qui revient souvent, les gens en parlent beaucoup et tout, mais ouais, j'ai jamais vu quelqu'un l'incarner vraiment, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils en parlent parce que c'est un truc à la mode, machin, un truc et tout, un petit, enfin, en tout cas, je pense, il me semble que ça existe depuis longtemps. Mais en tout cas, chez nous, ça a été ramené. Il y a 2-3 personnes qui l'ont démocratisé. Et j'ai jamais vu vraiment quelqu'un l'utiliser réellement ou l'incarner. Donc c'est pour ça que c'est intéressant du coup que tu me donnes un peu toi ton expérience là-dessus. C'est très personnel, mais moi je considère que j'essaie de tendre en tout cas vers l'ikigai au plus possible. J'espère en tout cas tourner autour, parce qu'on l'atteint jamais vraiment, hein, c'est impossible. Mais Alors pour les gens qui connaîtraient pas très rapidement, comment tu le décrirais ça un peu? C'est des ouais, cercles qui s'entrecroisent? ouais, tout à fait. Ce que j'allais faire, ouais, l'expliquer. Donc je dis que je tourne autour parce qu'on peut jamais l'atteindre. En fait, l'ikigai, ça correspond à quatre grands axes. Si on est capable de répondre à ces quatre grands axes, on atteint l'ikigai. Donc ces quatre grands axes, quels sont-ils? C'est qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on aime tout simplement, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est bon, ce pourquoi on est payé ou rémunéré, en tout cas l'implication professionnelle, et qu'est-ce que le monde a besoin, donc à quoi on répond au niveau de la société. Et après, derrière, on va justement tourner autour de ces quatre grands axes, et si on est capable finalement d'y répondre aux quatre en même temps, on atteint théoriquement l'ikigai. Et si on répond qu'à deux ou trois, ben, du coup, on va plutôt se retrouver dans quelque chose ou l'autre. Pour donner un exemple, si on est dans une mission, par exemple, euh, on va plutôt, en parlant de mission, être dans quelque chose qu'on aime et ce que le monde a besoin. Mais une mission, ça ne nous permet pas forcément d'être payé, et on n'est pas forcément bon pour ça. Ça, c'est ce que décrit l'ikigai, la vocation, c'est ce que le monde a besoin, ce pour quoi on est payé, mais on l'aime pas forcément et on n'est pas forcément bon pour, etc. Donc finalement, l'idée, c'est d'arriver à combiner ces quatre grands axes. Et je suis tombé dessus, moi, pendant tout le développement de mon entrepreneuriat, pendant que j'étais en train de faire tout ce projet-là. Et le concept que je connaissais pas, et qui est un concept japonais, m'a parlé, parce que effectivement, moi, j'avais une problématique à ce moment-là. C'est que j'étais effectivement dans quelque chose que j'aimais, travailler sur un truc, découvrir, étudier. Moi, j'aime étudier de toute manière un sujet. Pour le Japon, évidemment, c'est dans ce que j'aime. A priori, j'avais les compétences pour, parce que j'ai réussi à avancer dessus. Donc, je répondais à ce critère-là. Mais j'étais complètement, je savais pas du tout si c'était quelque chose on avait besoin au Japon, s'il y avait une réelle pertinence. Et d'autre part, ben, est-ce que l'entreprise allait me payer à 100% de mon temps là-dessus?
Donc là-dessus, j'étais complètement, c'est des points d'interrogation. Et après tous les voyages, tout le développement, je suis pas du tout en train de viser l'ikigai ou quoi. Pour moi, ça reste quelque chose que je regarde de temps en temps. Je me dis c'est intéressant de l'avoir en tête, mais sans jamais me focaliser dessus. Et finalement, maintenant que je suis ici aujourd'hui, et effectivement, avec tous les contacts que j'ai pu me faire professionnellement, à tous les niveaux, on me dit effectivement que notre approche ici au Japon, elle est très importante. Et que ce qu'on propose, effectivement, ça peut vraiment intéresser et donner des avantages aux entreprises japonaises qui font de l'innovation. Donc finalement, j'ai réussi à me placer a priori selon les 4 axes, sans le chercher. C'est pour moi, il faut pas rentrer dans les histoires de un peu gourou qu'on peut un peu tirer en tirant par les cheveux, en tirant vraiment Quête, quoi, un peu. ouais, voilà, la Faut pas quête aller là-dedans, absolue. quoi. C'est quelque chose qui est bien pour analyser, pour se mettre les choses en perspective. Je trouve que c'est très positif parce que du coup, si on a un sentiment de manque dans ce qu'on fait, bah, regarder via l'ikigai pourquoi, je trouve que c'est intéressant. Mais derrière, il faut pas viser absolument ça, quoi. Ouais, ça permet de se situer un petit peu effectivement sur l'échiquier de l'ikigai, de se dire ok, bah j'ai rempli tel ou tel cercle ou à tel pourcent si on peut évaluer, effectivement savoir à peu près où on se situe et se dire ok, bah ce qui me manque c'est un peu plus de passion pour ce que je fais, est-ce que je peux pas bosser pour des clients par exemple qui me plaisent davantage ou dont la mission a du sens pour moi. Là je donne mon exemple moi qui en tant que rédacteur, concepteur, rédacteur web, copywriter, voilà, je pourrais être finalement dans mon ikigai si je bossais pour des entreprises qui, voilà, dont la mission a du sens pour moi. Tu vois, si je me dis si eux ils changent le monde, bah moi finalement je les aide à le faire. Je suis bon pour écrire, j'aime bien ça. Je suis bien quoi. Ouais, clairement. Ça veut pas dire que je suis au centre de l'ikigai, mais ouais, Tu t'en je me rapproches, quoi. rapproche. Ouais. Ok, et donc du coup, donc l'ikigai, un bon outil un peu pour finalement faire un peu une rétrospection de là où on en est et, voilà, faire un peu un point, quoi. Ouais, c'est vraiment pour faire le point. Moi, je pense pas qu'il faille le viser tous les jours. C'est bien de regarder. C'est un autre concept que j'aime beaucoup aussi. Et pareil que certains décrient un peu, mais je pense que maintenant il est plus accepté qu'il le fut à une époque. C'est le test de personnalité là, qui est sur internet. Le nom du site c'est 12 16. personnalités, 16, voilà. Ouais. Qui à l'époque était pas forcément toujours bien vu. Aujourd'hui, je pense qu'il est un peu plus accepté. C'est toujours bien pour faire un point. Moi, j'aime bien le faire tous les 3 ans, un truc comme ça. Pour voir un petit peu si ma personnalité a évolué avec l'évolution de ma carrière. Et Et alors non, pour l'instant, ça change pas. c'est quoi ton profil? On en a parlé avec une de nos dernières invitées, Alice Bertrand. Attends, je crois que c'est ENFP. Il faut que je revérifie. C'est ENFP, je crois. C'est quoi le nom du personnage, tu te souviens? En anglais, c'est Campaigner. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Je sais plus comment donc c'est ça en doit français. être donc ça doit être ENFP, je pense. C'est ça, c'est Parce que ENFP. c'est quasiment comme moi. Ouais, c'est ça. Et j'ai la version qui est, je sais plus, il y a A et F, je crois. Moi, je suis ENFP. Ah oui, à la fin, c'est toi t'es turbulent ou si t'es plus posé, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est toujours bien de faire le point parce que ça permet, surtout dans des moments de transition dans la vie, ça permet de se reposer les bonnes questions et de renouer avec soi-même. Parce que des fois, c'est ça le plus problématique, c'est que on est trop concentré sur là où on veut aller, on oublie un peu ce qu'on est et ce qu'on peut proposer. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience. Tu restes avec nous pour le truc de la semaine. Avant tout, mon cher Wesley, si les gens ont aimé l'épisode, ils peuvent mettre des avis sur Apple Podcast. Également sur Stitcher. Et ils peuvent nous retrouver sur systemator.tech. TECH. Qui un nom de domaine cher, mais et pas forcément commun, mais qui fait stylé, je trouve. Ouais, ça sonne bien. Il y a le point ninja aussi qui est sympa, qui est bien dans le thème de l'épisode. Peut-être qu'un jour on fera l'investissement au Systemator.ninja. Moi, je trouve que c'est pas mal, mon cher Wesley. Ça peut être intéressant. Mais pour le moment, c'est Systemator.tech. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des gens de votre entourage. Si vous écoutez les podcasts, c'est un très bon moyen de nous aider à développer ça. Et puis voilà, bah écoute, on va passer au truc de la semaine.
Alors, Pierre, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, on va parler de toujours Japon, parce que sinon c'est pas drôle. Ah bah, Quelque chose dont on n'a pas parlé, je l'ai un peu dit en filigrane, mais c'est l'apprentissage du japonais, qui est on ne peut plus important quand on souhaite vivre au Japon. Il y a qui beaucoup est de un gens gros sujet. qui est un gros sujet. Il y a des gens qui vivent ici sans parler japonais, et je les dénigre absolument pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables vraiment de vivre ici sans parler la langue, et qui se débrouillent très bien. Mais personnellement, je trouve que on manque beaucoup de choses Mmh. si on ne parle pas la langue. Donc, comme beaucoup, j'apprends la langue, j'essaie de progresser, et je prends des cours particuliers pour me donner les meilleures chances de progresser. Et bah, je vais vous donner trois moments de la semaine dans quelles sont les péripéties d'un japonisant qui essaye de progresser. La première, c'était donc mercredi soir, si je me trompe pas, mercredi ou jeudi soir. Ouais, c'était mercredi soir. J'avais un événement à la Chambre du commerce et de l'industrie franco-japonaise où on me présente, on pitch nos entreprises, etc. Il y avait moitié-moitié des Français ou étrangers et moitié japonais. Je dis étranger parce que j'habite au Japon. Du coup, je me suis retrouvé assez rapidement à discuter pendant le cocktail de networking en japonais pour présenter mon activité. Et finalement, j'ai réussi à susciter un peu d'intérêt dans les différentes personnes qui étaient présentes lorsque je présentais les choses en japonais. Et ça fait partie vraiment des premiers moments de victoire que j'ai en ce moment où je suis capable de le faire sans le faire avec beaucoup de peine et en cherchant beaucoup de mots. Là, finalement, j'ai réussi à transmettre mes idées de manière assez fluide et ça a été très agréable. Je vais me coucher, je me réveille le lendemain, jeudi matin, cours de japonais. Et je me retrouve face à une notion de grammaire que je mets 20 minutes à comprendre après avoir buté sur la lecture. Donc en japonais, on utilise les idéogrammes chinois qui sont les kanji, comme on les appelle en japonais. Alors que déjà là-dessus, je suis très mauvais. Le vocabulaire aussi. Donc déjà, la première heure de cours, ça a été assez violent parce que je galère toujours autant. La grammaire, même combat, j'ai pas réussi à comprendre dès le départ, donc j'arrête pas de poser des questions à ma prof qui passe bien 20 minutes à me faire comprendre une des idées. Et la fin du cours sonne. Elle avait prévu de faire passer 4 autres points de grammaire. Et vu que je n'arrivais pas à progresser sur ce point de grammaire-là, on a fait qu'un quart des choses. Elle me donne plein de devoirs, elle me dit à la semaine prochaine. Je continue la journée euh, avec un petit peu justement le sentiment de frustration de se dire bah certes hier soir tu as réussi à parler mais alors ce matin tu vois que tu es encore loin de maîtriser la langue et, euh, et finalement la dernière chose bah, ce que je fais c'est que dans le métro parce que j'ai fait le cours en télétravail, je me rends au bureau, je joue à Pokémon version verte 1995 en Oula. japonais En japonais, en exactement, oui, japonais, évidemment. donc pour garder la continuité de la langue, pour me couper au maximum, je me dis bon voilà, ça c'est le meilleur moyen de faire taffer. Hier donc je fais de l'escalade aussi dans mon temps libre. Et l'escalade au Japon, bah, c'est énormément de japonais, donc je discute en japonais et puis j'essaie de retrouver des amis, des connaissances. Donc on est sur un groupe de discussion aussi où je discute en japonais. Et finalement, cette nuit, euh, je me suis retrouve dans un rêve où j'étais dans un magasin de jeux vidéo rétro et le vendeur me parle en japonais, je lui réponds en japonais et je me réveille, je me dis tiens, je commence à avoir de plus en plus des rêves en japonais, ce qui est toujours un bon signe quand on apprend une langue. Mmh. Donc voilà un petit Excellent. peu une tranche de vie, des péripéties quand on apprend le japonais. Ouais, l'ascension et ça fait un moment que tu es dessus en plus. Ouais, bah ça fait bien 6 ans et demi. Ouais. Ouais, mais c'est une langue qui est, bah, y a pas grand chose en commun avec la nôtre, hein. Pour avoir fait, moi, j'ai fait 3 ans de chinois au lycée, mais ça remonte. C'est vrai que c'est vraiment faut tout apprendre par cœur, quoi. Vraiment Ouais. tout apprendre. Et après, comprendre comment ça fonctionne, évidemment. Je sais pas s'il y a aussi en japonais le concept de clé, t'associes en fait les différents caractères individuels pour former des idées un peu plus complexes. Mais Si, on le ouais, c'est retrouve super aussi. intéressant. Ouais. Mmh. Ouais, et puis tu dis 6 ans, mais c'est pas 6 ans, enfin, C'est pas 6 ans non-stop. voilà, Non, j'imagine que c'est en là, tu discontinu, l'as bien sûr. accéléré, Oui, voilà, ça va, quoi. OK, excellent. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer, sur ce sujet, quoi?
Apprendre le japonais? Ouais. Commencer par des choses qu'on aime. C'est important. Il y a des bases qu'il faut absorber, mais apprendre des petites expressions, apprendre des petites choses. Si on a les moyens, prendre des cours. Il y a des classes de cours du soir qui sont très très bien, qui existent. Pas hésiter à aller se renseigner, parce que ça donne le cadre de travail. Et une fois qu'on a passé cette première étape, qui est d'absorber vraiment les bases du japonais, après c'est vraiment garder un cadre et savoir se tenir une rigueur, qu'elle soit induite par soi-même. Il y en a qui arrivent à apprendre en autodidacte et je les respecte énormément. Ou alors, moi, je suis plutôt de cette école-là, c'est d'avoir un cours toutes les semaines. Moi, je le fais 2 fois par semaine parce que j'ai la chance d'avoir le japonais comme outil de travail. Donc, il faut que je l'utilise et que je l'apprenne. Voilà, garder ce cadre et de l'assiduité dans l'apprentissage, tout en continuant, voilà, comme je le disais, à garder des choses pour se faire plaisir. Moi, c'est essayer de lire les mangas sans réussite, mais je continue en japonais. Et surtout jouer à Pokémon, ça va, j'y arrive. Bon, ça va, puis tu connais les concepts et tout. Ouais, exactement. Ok. Merci Pierre pour ton truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, c'est mon premier Murph en CrossFit. Alors attention, je mets des astérisques, je vais expliquer tous ces mots. Ouais, il est passé du côté CrossFit de la force et Ouais, du coup il utilise exactement. du jargon Non, crossfitien. le CrossFit, alors je le réexplique, mais je crois que j'en avais parlé il y a quelques épisodes. Je vous avais partagé une session de découverte. Je me suis inscrit là pour 1 an, donc dans ce qu'on appelle un box de CrossFit. Donc, c'est-à-dire une salle de CrossFit avec des différents membres, différents participants. Et on fait ce qu'on appelle des WOD, Workout of the Day, qui durent en général 15-20 minutes. Et le début de toute la première partie de l'heure, eh bien, on apprend les mouvements avec nos coachs. Ils nous montrent. Et puis à la fin, il y a un petit challenge comme ça, à faire le meilleur temps. Et une fois par an, ils organisent ce qu'on appelle un Murph. Un Murph, en fait, c'est un type d'entraînement qui dure à peu près 1 heure. Enfin, ça dépend de votre performance, mais qui consiste à courir 1 mile, c'est-à-dire 1,6 km. Ensuite, vous devez faire 100 tractions sur une barre. Ensuite, 200 pompes, 300 squats et à nouveau 1 mile de course, 1,6 km. Moi, j'ai fait plus d'1 heure hier. Mais voilà, en gros, voilà, les gens se situent entre 45-50 minutes et ça va jusqu'à plus d'1 h 20, tu vois. Mais et il y en a qui faisaient que la moitié. Et c'est super intéressant parce que j'en ai chié à mort, c'était super dur. Mais j'apprends à me connaître énormément avec le CrossFit, savoir où sont mes limites et savoir. Il y a beaucoup de techniques aussi, tu vois. Et pour faire un parallèle avec le truc de la semaine que Pierre partageait, c'est voilà, comment s'y mettre, c'est le collectif, tu vois, le fait de s'inscrire à un cours, le faire, tu as un coach qui t'aide, il y a des gens qui avancent, qui te soutiennent, ça aide grave. Et puis commencer par ce qu'on aime aussi, c'est voir le côté qu'est-ce que j'aime là-dedans, tu vois. Moi, par exemple, je sais que j'aime bien courir, les squats, ça va, je me suis pas trop mal débrouillé, mais sur le reste, c'est ok, comment je peux bosser mes triceps, comment je peux. Du coup, je m'intéresse tu vois, je commence à regarder des vidéos YouTube sur des points spécifiques du CrossFit et travailler la technique et faire des parallèles aussi avec d'autres compartiments de vie. C'est super intéressant de se dire, ah, mais du coup, pour soulever telle barre en haltérophilie, parce qu'en fait, le CrossFit, c'est un mix d'haltérophilie, de cardio, d'endurance, et puis de gymnastique. Voilà, c'est ces grandes disciplines sportives. Donc, c'est très complet. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est holistique. Et donc, ouais, comprendre la technique et décomposer un mouvement, par exemple, pour faire ce qu'on appelle un snatch, c'est-à-dire tu soulèves une barre du sol et tu vas la tenir la porter, en gros, la tenir au-dessus de toi, bras tendus. Et au début, tu décomposes le mouvement, mais après, tu comprends en fait que tout part de l'impulsion et que finalement, tes bras jouent un rôle, mais qui est mineur, que c'est tes jambes qui portent la barre. Ouais. Et ça, c'est des choses, tu te dis, mais ah ouais. D'apparence, c'est tout dans les bras, mais si tu utilises tes bras, tu te crames, alors qu'en fait, c'est la technique, ça compte à plus de 70%. Et après, évidemment, la force pure, c'est important, mais si t'as pas la technique, tu vas te cramer, tu vas pas aller loin. Donc, CrossFit, je bois ma tasse de sport chaque semaine, 2 fois par semaine pour l'instant, et
Et je vous recommande enfin, je vous recommande. Je vous invite à vous y intéresser si vous cherchez une activité sportive qui vous pousse un petit peu. Un petit peu. Et si c'est pas le Il aime cas, bien. si Je c'est fais pas le cas, ça 300 sert à rien. squats et tout. Ouais, c'est un petit peu. Ok. Voilà pour mon truc de la semaine. Il reste un truc de la semaine, il me semble. Ouais, bah moi du coup, mon truc de la semaine, c'était plus des vacances pour le coup. Je reviens de vacances, j'étais à l'île de Ré. Ouais, ça, tu m'as dit que tu étais déjà allé à l'île de Ré il y a longtemps. Oui. Pierre, je sais pas si tu connais, est-ce que tu y es déjà allé? J'ai jamais eu l'occasion. Ok. Bon, du coup, l'île de Ré, c'est à côté de La Rochelle. Vraiment, enfin, vous avez un pont qui fait les deux, quoi, qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Et c'est un endroit assez particulier pour nous. Moi, je suis allé avec mon père, et c'est un endroit auquel on allait beaucoup avant, quand on était plus jeune. Moi, j'ai passé un bon moment sur le vélo de ma mère quand j'étais tout petit. Sur le À siège l'arrière, arrière, quoi. quoi, voilà, à dormir. Mon père me disait que je prenais des positions incroyables pour dormir. Il avait peur que je me prenne les murs tellement je pendais sur le côté, Tu ne quoi. profitais pas trop des paysages, du coup. Ah, mais moi, j'étais bien, tu vois. Moi, ça me plaisait bien. Mais voilà, c'est un endroit auquel on allait beaucoup. On a un peu arrêté d'y aller, tout ça. C'est un endroit où mon père, lui, allait avec ses parents avant qu'il y ait même le pont. Donc, à l'époque, tu prenais le bateau. Ah ouais. Enfin, ouais, c'était vraiment. Une fois, ils m'ont dit, ouais, une fois, on a attendu 9 heures. On s'est fait 7 heures de route, puis 9 heures d'attente pour prendre le bateau. Ah, c'est beaucoup quand même. Donc, voilà. Mais souvent, tu vois, on parle de plus en plus du digital nomade, on parle tout le temps un peu des destinations, un peu dans différents pays et tout machin. L'île de Ré, c'est incroyable parce qu'en fait, il y a une richesse de paysages, tout est hyper conservé, tu aucun immeuble dans toute l'île. C'est super mignon, super coquet. Il y a énormément de luminosité. À 23 heures, il faisait encore jour. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'aspects À géniaux. Tokyo aussi, il fait encore jour à 23h. Mais pas pour les mêmes Très très raisons. jour. C'est un petit peu différent. Effectivement, c'est un peu différent. Mais dans l'idée, effectivement, l'île de Ré, c'est un endroit où bah, tu as à côté l'océan, tu as de la nature, tu as de la forêt, tu as ouais, des très grandes plages. Et en même temps, tu peux tout faire à vélo. Tu as aussi des côtés avec des marais salants, des côtés un peu plus citadins. Tu as La Rochelle pas loin. C'est vraiment un peu un endroit de rêve, je trouve. Citadin, quand on dit citadin, c'est des maisons, quoi. Oui, mais je veux dire, quand Mais tu ouais, il y vas a à La plus de. Rochelle. Ouais, ouais. Ah oui, ouais, du Oui, coup, La Rochelle quand à tu vas côté. à La Pardon, Rochelle, ouais. ce que je dis, Pardon. ouais, tu vas à La Rochelle, Ouais, ouais, voilà. Donc, c'est vraiment un chouette endroit. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait d'y vivre, tu vois, un petit moment. Peut-être un jour, je verrai. Mais voilà, je vous recommande d'aller faire un tour un jour là-bas. C'est absolument pas surcoté. C'est vrai qu'il y a un peu cette image, bah, depuis qu'il y a le pont, beaucoup de Parisiens s'y rendent pour les vacances. Et du coup, voilà, on a un peu cette image d'endroit, euh, comment dire, un peu gentrifié. Alors, c'était un petit peu le cas. C'est-à-dire que les pêcheurs locaux, ils ont dû partir parce que d'un coup, la valeur de chez eux ont énormément augmenté. Mais ça reste un endroit qui est préservé, ça reste un endroit qui est chaleureux. Alors c'est un peu cher, mais c'est pas quand tu compares, tu vois, par exemple tout ce qui est Côte d'Azur et compagnie, je pense que ça n'a rien à voir. Tu sais, Côte d'Azur, bah t'es les uns sur les autres, t'as des gros immeubles, enfin il y a plus de paysages et tout ça. Voilà. Et du coup, l'île de Ré, c'est vraiment un endroit qui vaut le coup en France si vous voulez aller quelque part et vraiment profiter et passer du bon temps. Voilà, c'est une belle recommandation, quoi. Yeah, c'est top. Alors, on a japonais, CrossFit et île de Ré pour les 3 trucs de la semaine. Voilà. Je sais pas s'il y a des cours de japonais à l'île de Ré et en même temps des salles de CrossFit. Comme ça, tu pourrais faire un crossover C'est entre clair. l'ensemble, tiens. Ça pourrait être On intéressant. essaiera de faire ça, de croiser nos trucs de la semaine. On pourra faire une deuxième partie du truc de la semaine où on croise nos trucs de la semaine. C'est Comme ça. ça, on fait des épisodes On fait encore des plus longs. Avengers des trucs de la semaine, quoi. Pierre, est-ce que toi, tu prends des vacances là-bas? Et si oui, est-ce que tu vas bouger un petit peu? Ouais, la semaine prochaine, je vais pour la première fois visiter Okinawa. J'ai très hâte. Hmm. Ah oui, bah là, pour le coup, l'ikigai, ça vient de là-bas, il me semble. Sept. C'est possible. Là, je saurais pas te répondre, Mais en tout mais cas, c'est c'est là, c'est l'archipel où ils vivent super longtemps. Ils vivent, enfin, ils vivent, tout à je fait. crois que c'est ça, hein. Ils sont réputés pour vivre très longtemps et avoir un mode de vie ultra sain. Exactement. Bah, Et ça a l'air très beau en plus. ouais, j'ai hâte parce que c'est le côté un peu tropical du Japon. Ils ont un mode de vie sain en fait. Bah, c'est beaucoup parce que à l'origine, c'est axé sur la pêche c'est un mode de vie assez agraire qui s'est transmis de génération en génération et qui s'est transformé il y a peu, parce que bon, maintenant c'est beaucoup de tourisme,
Et finalement, c'est de là que vient la réputation en Okinawa et c'est aussi le berceau du karaté au Japon. Ah, excellent, excellent. Ouais, donc tu as bien profité. Hem, donc c'est top, Okinawa. Tu nous mettras un mot et on le passera aux auditeurs si tu veux, pour tes impressions. Ça marche. Bah, écoute, un tout grand merci. Si les gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Sur LinkedIn peut-être? Sur LinkedIn, ouais, pour ce qui concerne tous les sujets, qui tournent autour de finalement de ce qu'on a pu présenter, que ce soit, sur l'intrapreneuriat en lui-même, cette aventure-là, sur, mon activité, dans tout ce qui concerne justement les projets de recherche et leur financement, que ce soit, en France, au Japon ou autour du monde. Pour le Japon, bien évidemment. Et n'hésitez pas aussi me contacter sinon pour les sujets qui tournent autour du jeu vidéo. On a eu l'occasion d'officier ensemble avec Sébastien à l'époque. Moi, je conserve toujours un intérêt et je suis toujours curieux de l'évolution du milieu. Ok, super. Yes, Merci à toi pour ces riches échanges aujourd'hui. yes. Merci Merci beaucoup à vous beaucoup deux. Pierre et puis, et ben, à la semaine prochaine pour un prochain Systémator. Ciao, Yes, ciao. ciao, ciao. Au revoir.